L'échiquier international, soyez les bienvenus pour une édition spéciale et pour cause. Crise au Niger, il y a quelques jours, tout un chacun parlait de l'inéluctabilité de la guerre au Niger. Les esprits s'échauffaient, la guerre était déjà dans une région du Sahel bien enquistée par l'insécurité et autres problèmes adjacents, Alger, par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, et sous l'égide du président de la République Abdelmadjid Tebboune, insiste. La solution au Niger est d'abord et avant tout politique, mais encore à travers une conférence de presse tenue cet après-midi au CIC Alger par le biais de Ahmed Attaf, énonce une feuille de route, un plan en 6 points pour dépasser les antagonismes. Et on reconnaît que les antagonismes demeurent au Niger, des antagonismes qui secouent le pays, la médiation comme seul credo. Voilà la seule norme aux yeux d'Alger, car ce qu'il y a à dire, et d'où l'émission de ce soir d'ailleurs, est que le coup d'État du 26 juillet dernier de Niamey dévoile la crise profonde du Niger, mais également fait ressortir une région sahélienne de plus en plus complexe, difficile, où les chocs, les approches, les vues de plusieurs puissances et autres acteurs régionaux se rencontrent et parfois s'entrechoquent. Et Alger en tient compte et surtout propose une feuille de route intégrant toutes ces données, car un Sahel en crise ferait surtout que des perdants au sein d'une bande d'environ 6000 km². Voilà globalement sur quoi se fixera le rendez-vous de ce soir. Et sans plus attendre, débutons notre débat avec nos invités du jour. C'est dans quelques secondes. La crise au Niger et la feuille de route d'Alger. Pour en parler avec tout d'abord, j'ai l'honneur d'accueillir notre envoyé spécial des Feria FM, Abdelkarim Mamadou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous serez rejoint dans quelques instants, on l'espère, par Hassan Qassimi, spécialiste des questions internationales, et également Serge Bayala qui sera en direct avec nous de Ouagadougou. Alors commençons par vous, Abdelkarim Mamadou. Est-ce que vous avez suivi la conférence de presse et selon vous, quels sont les points forts que vous avez retenus? Écoutez, le point fort, c'est qu'aujourd'hui, il semble qu'on ait un problème de connexion. On revient vers notre correspondant. D'accord, dans quelques secondes. Sofiane Baroudi, bonsoir. Vous étiez aussi sur place pour couvrir la conférence de presse. Alors, même question, selon vous, quels sont les points forts à retenir? Déjà, le premier point fort et le point le plus important à mon avis, c'est que la solution politique et pacifique à la crise que traverse actuellement le Niger et toute la région est encore possible et que l'initiative qui a été lancée par Alger, par l'action diplomatique algérienne sous l'égide du président de la République et qui a mené le ministre des Affaires étrangères dans 3 capitales importantes d'Afrique de l'Ouest, mais qui a aussi mené le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à Niamey pour discuter avec les autorités du CNSP notamment, est encore possible. Et il y a un plan en 6 points qui a été énoncé, c'est-à-dire que la possibilité ou alors l'option du dialogue est encore, si vous voulez, au cœur du processus. Alger demeure attaché, comme d'autres acteurs régionaux importants, à la légitimité et à la légalité, notamment constitutionnelle, mais, si vous voulez, le processus politique de dialogue a déjà été entamé et, si vous voulez, il y a déjà un premier résultat qui est celui d'une tentative de désescalade parce qu'il y a, je vous rappelle qu'une semaine avant, tout le monde, comme vous le disiez en introduction, tout le monde parlait déjà, si vous voulez, d'une intervention militaire imminente et donc la solution pacifique et politique qui a été, si vous voulez, proposée par Alger à travers un processus assez compliqué, il faut le reconnaître, mais un processus qui continue d'être mené, paraît donner déjà de premiers résultats, notamment à travers, si vous voulez, les contacts qui ont été pris et aussi des dispositions qui permettraient d'éviter justement un scénario qui serait catastrophique à une région qui est déjà particulièrement fragilisée. Il y a aussi l'horizon d'une conférence qui serait une conférence internationale sur le développement au Sahel, qui a été aussi proposée comme étant une perspective et un horizon important à atteindre,
parce qu'on le sait, la région est menacée déjà par le fléau terroriste et qu'il y a une conjonction avec une situation humanitaire particulièrement précaire. On va dire que, si vous voulez, même les sanctions qui ont été imposées à Niamey par la CEDEAO n'arrangent pas cette situation. Et donc, l'horizon d'une conférence sur le Sahel, et notamment par la lorgnière ou alors par, si vous voulez, le prisme d'une aide ou alors d'une solution qui serait une solution globale à la problématique économique et humanitaire qui est nécessaire pour accompagner les efforts sécuritaires est, à mon avis, un objectif très très important et il fait partie, si vous voulez, des points prioritaires annoncés par la feuille de route de la diplomatie algérienne. Merci Sofiane Baroudi. Voilà, vous venez de tracer le tableau et le contexte et la conjoncture qui traverse le Sahel. Je crois que la connexion a été rétablie avec Mamadou. Oui, la connexion est rétablie, je vous entends bien. Très bien, on va commencer. Alors, on parlait souvent de guerre et d'options militaires autour sur le Niger, la pression remontée. On a l'impression que cette conférence Alger par Ahmed Attaf fait un peu descendre un tout petit peu cette pression, n'est-ce pas ? Oui, elle fait descendre cette pression et elle est beaucoup appréciée par les Nigériens qui ne souhaitent pas une intervention militaire, notamment de la CEDEAO, y compris d'ailleurs de la France qui a toujours cette velléité-là de vouloir intervenir. Donc, pour les Nigériens, c'est une sage proposition que l'Algérie vient de faire. L'Algérie qui a une fois de plus encore montré son leadership et puis son attachement à l'unité du peuple, à la démocratie et surtout à la paix et à la quiétude sociale. Ahmed Qassimi, je crois qu'il vient. Vous venez. Est-ce que Ahmed Qassimi est avec nous? Allô? Ahmed Qassimi, bienvenue. C'est Hassan Qassimi. Hassan Qassimi. Pardonnez-moi, j'écorche votre nom, pardonnez-moi. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a effectué une tournée ces derniers jours, des consultations avec ses homologues au Nigeria, au Bénin, au Ghana, des rencontres et des échanges qui tournaient principalement, bien sûr, autour du dossier du Niger. Mais Alger défend encore, et elle réitère, le principe de non-ingérence et la politique comme solution avant la guerre. Vous savez, dans un climat pareil, chrysogène et plein d'incertitudes et d'imprévus, l'Algérie, dès les premiers moments de la crise, a été au chevet de la situation qui s'est développée au Niger. Bon, l'Algérie, comme nous avons entendu la conférence de presse de notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, donc elle a eu des contacts et bien sûr des concertations très intenses et très utiles avec toutes les parties concernées. Cela a permis, bien sûr, lors de la visite de notre ministre des Affaires étrangères au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Donc ça a été, dès le début, ça a été une mission de bons offices pour essayer de rapprocher un peu les points de vue. Mais la position de l'Algérie a évolué vers une médiation pour essayer de proposer une solution de crise, ce qui a été déclaré par notre ministre des Affaires étrangères lors de sa conférence de presse. Donc l'Algérie est sur la voie de présenter une proposition de sortie de crise politique et diplomatique qui est très importante. Et là, je voudrais faire une observation d'ordre général qui est capitale, importante et utile. C'est qu'en période de crise, la communication est très importante. Et surtout que la communication doit être rapide, urgente. Et aussi, les bienfaits de la communication doivent, bien sûr, réduire les malentendus et aussi doivent aussi contrer et tuer dans l'œuf toutes les tentatives de rumeurs malveillantes qui se développent tout autour de ce dossier, de cette crise nigérienne. Bien sûr, il y a certaines parties qui ont intérêt à ce que la situation aille et évolue vers le pourrissement. C'est ce que ne souhaitent pas beaucoup de pays en Afrique, y compris l'Algérie, qui est au devant de la situation. Donc, vous devez savoir que ce qui arrive malheureusement au Niger est une extension des bouleversements que nous avons enregistrés déjà au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée. Et là, ceux qui nous écoutent doivent bien sûr être assez curieux pour demander et pour essayer de savoir pourquoi tant de bouleversements qui sont en train de se développer de manière successive dans toute la région du Sahel. Et là, vous devez savoir une chose, il est très important de le dire, que les coups d'État que nous avons enregistrés dans plusieurs pays, et là je pèse mes mots et je le dis avec une sentence très importante, que les coups d'État sont le résultat des interventions étrangères qui réduisent la souveraineté des États
et provoque le soulèvement des populations. Et vous devez savoir que les interventions étrangères auxquelles l'Algérie s'oppose de manière très forte sur le plan diplomatique et sur le plan politique, que les interventions étrangères, et nous l'avons vu en Afrique, fragilisent les États, appauvrissent les États. Et le plus important dans tout cela, c'est qu'elles provoquent une interruption des processus démocratiques et institutionnels. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend pourquoi il y a tant de coups d'État en Afrique, pour qu'on puisse revenir à des processus durables, démocratiques et constitutionnels. Il faudrait absolument que les interventions étrangères, qu'on mette fin aux interventions étrangères. Et là, c'est un préalable à une sortie de crise pour laquelle l'Algérie est en train de militer fortement. D'abord, le Niger est dans une situation de crise politique et institutionnelle très forte qui risque d'affecter gravement le fonctionnement de ce pays qui vit une situation économique tragique. Vous devez savoir que les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, les sanctions économiques qui ont été prises par la CEDEAO contre le Niger, ce sont d'abord et en premier lieu des sanctions qui affectent la population nigérienne. Vous devez savoir qu'au Niger, il y a 25 millions d'habitants et 10 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Sur les 10 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, vous avez 7 millions de personnes qui sont en insécurité modérée et 3 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité militaire aiguë. Donc, une intervention militaire dans ce pays serait une catastrophe pour toute la région, y compris pour les pays de la CEDEAO, qui seront bien sûr et sans aucun doute gravement affectés. C'est ce qui explique, et il faut le dire avec beaucoup de poids, que le Nigeria, la position du Nigeria a évolué. Si tout était au début de la crise, le Nigeria avait pesé de tout son poids pour qu'il y ait une intervention militaire, la position du Nigeria a évolué et actuellement, elle n'est plus favorable à une intervention militaire dans ce pays. Bien sûr, l'évolution de la position du Nigeria, elle est le résultat aussi d'une opposition très forte à l'intérieur du Nigeria à une intervention militaire et aussi une opposition de la classe politique, de la société civile, aussi bien au Nigeria, au Bénin, au Ghana. C'est entendu. Stéphane Bayala, vous qui êtes à Ouagadougou, Serge Bayala, décidément. Serge Bayala n'est pas encore avec nous, j'espère qu'il nous rejoindra dans quelques temps. Alors, Sofiane Baroudi, on parlait d'une solution de crise au Niger, mais on n'avait pas au fond un plan concret, un plan esquissé pour sortir de cette crise. Alger vient de prouver qu'elle est bien en phase avec la situation et qu'elle a peut-être la solution concrète sur le terrain. Exactement. Écoutez, déjà, Alger vise d'abord à affirmer son attachement au cadre de l'Union africaine dont elle s'estime, si vous voulez, un peu le garant moral, vu que le cadre préconisant justement l'opposition à toutes les formes de changement qui soient des changements anticonstitutionnels. Et donc il y a d'abord dans le plan de sortie de crise la nécessité de revenir à la légalité constitutionnelle, de respecter ou alors aussi, si vous voulez, de réimpulser un processus démocratique qui à la fois prenne en compte la légalité constitutionnelle, mais qui prenne en compte aussi les aspirations, si vous voulez, populaires du Niger. Il y a aussi une volonté d'associer un maximum d'acteurs autour d'une initiative qui serait une initiative portée aussi par la communauté internationale et d'associer un maximum de volonté dans l'objectif qui est un objectif prioritaire d'éviter justement une escalade vers la violence qui serait à proprement parler catastrophique, non seulement pour la région, mais bien au-delà. Parce que je vous rappelle qu'on est aussi dans une conjoncture non seulement régionale marquée par, si vous voulez, des raisons très complexes, mais aussi dans une conjoncture internationale marquée par un retour de conflits de haute intensité sur le vieux continent européen. Et donc, il s'agit d'un peu d'un cocktail tonitruant qui pourrait vraiment engendrer une situation
sur le continent africain, mais bien au-delà, qui serait potentiellement catastrophique. Et donc, l'un des objectifs, c'est de privilégier une feuille de route qui serait une feuille de route à travers un dialogue, parce que Alger est très attaché au dialogue, aux solutions politiques, mais aussi, si vous voulez, d'associer un maximum d'acteurs au niveau intérieur, c'est-à-dire y compris la société civile, et au niveau continental et international pour permettre le respect du cadre légal. Il y a aussi un attachement au légalisme que tout le monde connaît et aussi une conscientisation très profonde aux conséquences potentielles d'une éventuelle aventure qui serait, comme je le disais, très très préjudiciable. Et ce qu'il y a à rappeler aussi, c'est que l'opinion publique africaine a très largement salué l'initiative qui a été prise par l'Algérie, qui est reconnue comme étant, si vous voulez, Alger assume sa responsabilité historique dans la région, dans une volonté de maintenir les équilibres et de porter, si vous voulez, un projet qui permette une lueur d'espoir en dernière analyse, parce que ce qui revient des différents terrains est une situation, si vous voulez, très, très préoccupante pour la majorité des acteurs internationaux. Abdelkarim Mamadou, au fond, depuis le début, enfin depuis le 26 juillet, on caricaturait ce Niger. Il y avait ceux qui étaient pour l'intervention militaire, il y avait ceux qui étaient pour les militaires, mais en même temps, on avait oublié peut-être la société civile nigérienne. Et quand on entend la conférence de Ahmed Attaf, lui, il prend en compte cette société nuancée, ces ambivalences de la société nigérienne, en disant que oui, il y a des antagonismes, et pourtant, il faut qu'il y ait une solution politique, il faut qu'il y ait un dialogue avec toutes les parties. Oui, il faut qu'il y ait un dialogue avec toutes les parties. Malheureusement, aujourd'hui, le Niger a cette particularité-là où les sociétés civiles, les organisations civiles sont caricaturées, sont vraiment, ne sont pas véritablement objectives. Vous avez des organisations de la société civile proches du régime qui font que le jeu du régime. Voilà. Et vous avez des sociétés civiles qui sont proches de l'opposition aujourd'hui, notamment. Et c'est ceux-là qui jubilent aujourd'hui, ceux qui sont proches de l'opposition, qui approuvent le coup d'État, qui ont salué le coup d'État. Il y en a même qui se sont organisés pour créer des fronts communs aujourd'hui pour la défense de la patrie, pour soutenir le CNSP. Et les autres sociétés civiles qui sont proches du régime de chute du président Bazoum, eux, aujourd'hui, sont contre le coup d'État, ont notamment aujourd'hui apprécié, par exemple, le discours du président français Emmanuel Macron hier, qui a été ferme contre les militaires et qui a soutenu le président Bazoum comme étant le seul qui le reconnaît. Donc, la société civile nigérienne est véritablement divisée. Vous n'avez pas une société civile centriste. Ils sont tous caricaturés et il y en a qui sont pour l'intervention militaire et qui trouvent d'ailleurs que l'intervention militaire a trop tardé. Qu'est-ce que la CEDEAO attend? Qu'est-ce que la France attend? Sans pour autant mesurer les conséquences d'une telle guerre, d'une attaque contre le peuple nigérien, et y compris le président de Chine, Bazoum et sa famille qui sont retenus et qui peuvent perdre la vie. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui le Niger et la société civile aujourd'hui qui apprécie le putsch, qui savoure la victoire, l'intrusion de l'armée sur la scène politique aujourd'hui, qui jubile et qui est vraiment très favorable et qui, même si elle est contre l'intervention militaire, il y en a aujourd'hui, je vous dis, qui se sont constitués en brigade de veille citoyenne. Il y en a même qui sont prêts à se faire enrôler pour éventuellement faire la guerre aux côtés de l'armée nigérienne en cas d'une intervention militaire. Voilà, l'émission du jour tourne principalement autour de la conférence de presse donnée par Ahmed Attaf qui a énoncé un plan en 6 points d'Alger. Je vous propose de revenir sur un des moments forts de la rencontre de cet après-midi. L'initiative du président de la République s'articule autour de 6 axes que je résumerai ainsi. Consolider le principe de non-légitimité des changements non constitutionnels. L'Algérie se considère comme le garant moral, politique et éthique de ce principe en Afrique, étant un principe qui a été enraciné sur sa terre lors du sommet africain de 1999. Conformément à cela, l'Algérie fera des propositions censées renforcer ce principe, ainsi que les mécanismes de sa mise en œuvre sur le terrain pour mettre fin à l'ère des coups d'État. Fixer une période de 6 mois pour concevoir et mettre en œuvre une solution politique comprenant le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au Niger à travers la reprise du travail politique dans le cadre de l'état de droit.
Sofiane Baroudi, autour des différentes approches et de lectures concernant le dossier du Niger, les pays, en tout cas, ont un point commun, ils sont confrontés pratiquement tous au phénomène du terrorisme. Exactement. Et il y a une crainte qui est assez partagée que le recours à la violence puisse vraiment dynamiser encore plus le fléau terroriste dans la région qui fait déjà des ravages parce qu'il y a eu un doublement des effectifs des différents groupes terroristes, notamment dans la région des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui est un vrai défi sécuritaire de premier plan pour tous les pays du continent africain. Et il y a aussi la crainte du fait que, et notre ami depuis Niamey l'a évoqué, le fait qu'il y ait une mobilisation assez large pour défendre Niamey, ce qu'on appelle une bunkérisation, d'ailleurs le chef de la diplomatie l'a évoqué aujourd'hui, permettent la création, si vous voulez, de corridors, alors de boulevards, de brèches, pour justement donner plus d'espace à des groupes terroristes qui sont devenus vraiment, et c'est le qualificatif du ministre des Affaires étrangères, qui sont devenus vraiment des armées terroristes. Et cette bunkérisation de Niamey, si vous voulez, a dégarni un peu les flancs au nord du Niger, mais aussi dans d'autres régions, ce qui fait craindre une redynamisation justement de ce phénomène terroriste qui reste le défi principal dans la région. Il y a aussi des répercussions régionales qui commencent à se faire sentir de par cette crise qu'on connaît depuis un peu plus d'1 mois. L'une des répercussions régionales, c'est, si vous voulez, le fait que les tensions soient attisées. Par exemple, on peut évoquer l'exemple de la région du Tibesti, aux confins entre le Niger, le Tchad et la Libye, qui connaît actuellement une opération militaire contre des groupes politico-militaires rebelles menés à la fois par N'Djamena, mais aussi par l'armée de Haftar, qui contrôle déjà une partie de la Libye. Et il y a aussi la fin de la mission de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle des Nations Unies, au Mali, qui peut aussi créer une situation d'exacerbation autour de la situation déjà assez complexe. Et aussi, on parle par exemple de la profusion de l'action terroriste, notamment dans la région de Ménaka. D'ailleurs, le bureau de la MINUSMA a été fermé à Ménaka. Aussi autour de Timbuktu, où il y a des tensions qu'il s'agit d'apaiser et une escalade qu'il s'agit d'empêcher. Et donc, il y a, si vous voulez, une conjonction de différents phénomènes qu'il s'agit de juguler. Et l'initiative de l'Algérie, justement, déjà permet de conscientiser, si vous voulez, tous les pays de la région par rapport à cette conjonction de problématiques, mais aussi de donner, si vous voulez, une initiative concrète permettant déjà un apaisement et une sortie de crise temporaire pour justement se concentrer sur les défis prioritaires qui sont, comme je le disais, la situation sécuritaire très très précaire, mais aussi la situation économique. Parce que la conférence, par exemple, sur le développement au Sahel est un horizon très très important. Parce que M. Hassan Qassimi l'évoquait, la région est l'une des régions les plus pauvres du monde. Et cette situation de précarité endémique, justement, permet de créer un terreau favorable à la fois pour la profusion de groupes terroristes, mais aussi permet, si vous voulez, de créer une situation de déséquilibre politico-économique et beaucoup d'incertitudes. Et donc, il s'agit vraiment d'aller d'une manière prioritaire à la confrontation de ces défis-là. Je rappelle aussi que les aides qui faisaient partie prioritairement du budget de l'État du Niger ont été coupées, les aides de l'Union européenne, les aides américaines, et donc il s'agit de trouver une solution. Et ça fait partie déjà du postulat de l'Algérie, qui est le fait que, si vous voulez, la situation, alors la confrontation à la situation sécuritaire difficile passe aussi et d'abord par l'accompagnement des efforts de développement et par l'amélioration de la situation économique. C'est-à-dire que l'approche du tout sécuritaire a démontré que c'était une approche qui était une approche en dernière analyse faillible. Et c'est ce qu'a démontré par exemple l'intervention française, l'opération d'abord Serval et ensuite Barkhane, qui a débouché sur un échec cuisant. Et il faut en tirer les conclusions justement parce que ça n'a pas été justement accompagné par les efforts nécessaires en matière de développement. Et peut-être les résultats. Les résultats, c'est-à-dire que les résultats peinent à se faire ressentir et c'est surtout que ça a suscité ce qui a été dit, ça a suscité aussi l'ire et la colère populaire très très approfondie parce que les populations, les peuples d'Afrique de l'Ouest se posent des questions sur les réels objectifs vu que l'objectif principal qui était la lutte contre les groupes terroristes n'a pas été manifestement atteint. On vit une situation contraire après la déstabilisation de la Libye, après l'opération au Mali. On connaît maintenant une situation qui prouve que les objectifs n'ont pas été atteints vu qu'il y a une profusion justement d'actions terroristes. Hassan Qassimi,
Alger est un acteur majeur dans la région sahélienne. On rappelle que l'Algérie a une frontière de 1000 km avec le Niger. Depuis quelques jours, Ahmed Atta faisait une tournée, il nourrissait quand même une feuille de route, on le savait. On sait que l'Italie a apporté un soutien à l'Algérie. On sait qu'aussi le Canada aussi. On sait qu'aussi il y a des acteurs de la CEDEAO qui étaient dans une position neutre, mais on sentait qu'ils étaient un peu en retrait par rapport à l'option militaire. Quelle est l'étape suivante pour Alger? Bon, pour Alger, d'abord, il va falloir absolument avoir tous les soutiens nécessaires de toutes les parties, à commencer d'abord par les Nations Unies, l'Union européenne, les Américains, pour un peu consolider un peu la démarche de l'Algérie en matière de médiation pour le règlement de la crise au Niger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez savoir que quand il y a des propositions pareilles, aussi importantes, vous devez savoir qu'il y a à côté des tirs au flanc et certaines parties qui sont beaucoup plus favorables à un pourrissement de la situation. Nous le savons, nous l'avons vu dans certains exemples, comme en Libye ou en Syrie et ailleurs, en Afrique. Maintenant, le plus important, c'est de convaincre. C'est le premier point, d'avoir des soutiens et aussi, surtout, que la France doit absolument abandonner son option militaire. Parce que là, vous devez savoir que l'option militaire est le scénario le plus funeste qui pourrait arriver dans le Sahel et au niveau de la CEDEAO. Parce que s'il y a intervention militaire, vous devez savoir que c'est la porte ouverte à une guerre, et une guerre dans laquelle il y aura plusieurs pays qui seront en confrontation. Cela veut dire aussi que les Africains vont s'entretuer. C'est le scénario qu'on doit absolument éviter. Et là, c'est ce que fait l'Algérie. Et dans sa médiation, vous devez savoir que l'Algérie a un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, c'est d'aller vers une transition courte qui serait dirigée par une personnalité consensuelle civile. Et là, le point le plus important, sur lesquels il y aura peut-être certaines réticences, c'est d'abord, on ne peut pas aller vers une période de transition sans la démission du président Bazoum. Maintenant, il faut arriver absolument à convaincre le président Bazoum pour une sortie de crise honorable, qui puisse permettre à ce pays de revenir au processus constitutionnel et démocratique. Et là, bien sûr, l'Algérie va proposer un certain nombre de garanties pour toutes les parties pour permettre un peu de sortir rapidement de cette impasse. Et vous devez savoir que la situation se dégrade de manière très rapide au niveau du Niger. Les denrées alimentaires commencent à manquer, les médicaments commencent à manquer. Et là, vous devez savoir que 80% du PIB de ce pays, c'est l'agriculture. Et il n'y a plus d'engrais dans ce pays, ce qui fait que les prochaines récoltes au niveau du Niger sont dangereusement compromises. Et là, nous allons au-devant de situations d'insécurité alimentaire massive qui pourraient aggraver et étendre le lot des 10 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire dans ce pays. Et là, compte tenu de tous ces facteurs, vous devez savoir que les Américains, en quelque sorte, ce plan international, c'est le poids lourd des relations internationales. Et là, ils doivent absolument soutenir la médiation de l'Algérie, y compris l'Union européenne. Et là, les Américains, il faut le savoir, ils viennent de nommer dernièrement un ambassadeur dans ce pays, ce qui fait que les Américains se démarquent un peu de l'option militariste française qui consiste à intervenir militairement au Niger. Vous devez savoir que le scénario qui a été proposé par l'état-major de la CEDEAO, c'est d'aller vers une intervention éclair pour réinstaller le président Bazoum et, bien sûr, revenir à une situation antérieure. Ce scénario est irréalisable pour la simple raison que le scénario d'une intervention militaire est irréaliste pour la simple raison que vous avez en face une armée nigérienne aguerrie, 25 000 hommes, une aviation, et vous avez aussi d'autres pays qui risquent d'entrer en guerre, tels que le Mali et le Niger, dans le cas où la CEDEAO on décide d'entrer en guerre contre le Niger. Donc, vous savez, c'est le scénario le plus funeste qui pourrait arriver au Sahel et qui va, bien sûr, déstabiliser pour longtemps et de manière dramatique la situation sécuritaire, la situation sociale, politique d'une région de 10 millions de kilomètres carrés qui commencerait par l'océan Atlantique jusqu'à la Corne de l'Afrique. Et tous ces pays ne risquent pas de se mettre à la pérille dans le cas où il y a
des confrontations militaires à large échelle avec une guerre contre le Niger qui va durer dans le temps. Je crois qu'on a compris. C'est ce que nous voulons absolument éviter pour préserver toutes les chances d'une paix durable et d'une paix qui serait en faveur des populations de Merci toute la Hassan région. Qassimi. Et là, je voudrais ajouter une chose. C'est une chose que beaucoup de personnes rapidement, ne s'il vous connaissent plaît. pas. C'est que nous avons en Afrique, nous avons à peu près 700 000 migrants annuellement, une migration extérieure de 700 000 personnes. Et dans le cas où la situation, il y a une déflagration militaire dans le Sahel, ou de savoir que cette migration externe risque de se redéployer vers le nord de l'Afrique et vers d'autres pays. Et là, bien sûr, merci Hassan Qassimi. c'est un risque que nous devons absolument éviter. Justement. Abdul Karim Mamadou, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le scénario de la guerre a été un peu mis en retrait avec l'annonce du plan d'Alger? Rapidement. Est-ce qu'Abdul Karim Mamadou est avec nous? Problème de connexion. Je vous propose de revenir justement sur la déclaration d'Ahmed Attaf au sujet de la mission de maintien de la paix. On écoute. L'organisation d'une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel. L'Algérie œuvrera à travers cette initiative à encourager l'approche du développement et à réunir les financements nécessaires à la mise en place de programmes de développement dans la région qui a grand besoin d'infrastructures socio-économiques en guise de garantie de la stabilité et la sécurité durable. Je tiens à remercier Hassan Qassimi d'avoir été avec nous lors de la première partie de l'émission et également Abdul Karim Mamadou. J'accueille à présent Badis Renissa et Serge Bayala. Bonsoir. Bonsoir. Expert, vous êtes expert, Badis Renissa, expert en questions internationales, Serge Bayala, journaliste éditorialiste. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Alors, commençons par vous, Badis Renissa. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'optimisme est de mise pour le Niger et pour toute la région du Sahel avec cette sortie tant attendue d'Alger? Écoutez, je dirais plutôt un optimisme mesuré et raisonné, notamment par justement l'illustration de cette feuille de route que l'Algérie a daigné de proposer comme force de proposition, comme avait pour habitude d'être justement dans des équations complexes et des dossiers latents et conflictuels, notamment dans la région. Donc l'Algérie s'inscrit dans ce sillage, dans ce continuum de vouloir justement préserver la paix à travers, encore une fois, non seulement une initiative, bien évidemment, qu'on a tous soutenue et d'ailleurs à laquelle on a témoigné effectivement beaucoup de soutiens internationaux, plus particulièrement de certaines forces, je dirais, de puissance mondiale comme telles que les États-Unis et plus récemment en Europe, l'Italie. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est une feuille de route qui ne laisse pas indifférent, en tout cas, aujourd'hui, à toutes ces voix ou ces dissonantes, surtout qui essayent justement d'instaurer un conflit supplémentaire et surtout une instabilité sécuritaire supplémentaire dans la région. Donc là, aujourd'hui, il y a cette feuille de route pragmatique, cette feuille de route au pourtour clair et limpide, sans équivoque, qui permettrait éventuellement, dans un laps de temps, comme le ministre des Affaires étrangères l'a souligné, avec des jalons intermédiaires, mais surtout aussi sur les principes fondamentaux que d'ailleurs l'Algérie a rappelé à maintes reprises, et aujourd'hui par cette allocution du ministre, à savoir le prisme de lecture beaucoup plus élargi, mais surtout qui s'articule autour de la paix, le dialogue, le débat, la concertation, la collégialité, mais surtout aussi tout ça dans une façon apaisée, mais graduelle, dans laquelle, encore une fois, le retour au principe, à savoir le cadre constitutionnel est fondamental, et il fallait justement créer ce préalable auquel, énuméré par quelques points justement par le ministre, comme pour dire qu'effectivement, il faut instaurer un contexte favorable pour y arriver. Donc oui, j'ai envie de vous dire que c'est un optimisme mesuré, raisonné, un optimisme aussi qui augure de bonnes choses positives, notamment, encore une fois, et surtout qui mettrait hors d'état de nuire tout scénario qui va en opposition justement de la paix à la résolution pacifique, et surtout qui mettrait à feu et à sang la région
plus qu'elle ne l'est déjà, puisque vous savez pertinemment qu'elle est une zone de tension permanente, régie souvent par un projet sibyllin de certaines puissances pour permettre justement l'asservissement de l'Afrique. On va en parler. Stéphane Bayala, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Bayala Lianwe Imhotep Stéphane. Bon, voilà, c'est une erreur. Serge Bayala, alors. Bienvenue. Vous qui êtes à Ouagadougou, on a l'habitude de vous recevoir à Al24. Vous êtes contre, bien entendu, l'option militaire, mais au fond, on entend ce message aussi de la CEDEAO qui nous dit que le coup d'État au Sahel ne doit plus être la norme, c'est-à-dire oui au souverainisme, oui à l'indépendance de l'Afrique, mais que les coups d'État régulièrement comme ça traduits n'est peut-être pas la solution pour les Africains et les Nigériens en l'occurrence eux-mêmes, non? Oui, il est clair que le coup d'État n'est pas une option politique durable. Ce sont des accidents. Les coups d'État sont des options exceptionnelles qui arrivent et dont le procédé ne doit pas être de s'éterniser comme mode d'accession au pouvoir. Il est clair que on ne peut pas insister sur cette option. Il faut tout simplement la concevoir comme un élément ponctuel qui vient dans le jeu, mais qui ne peut pas remplacer le processus constitutionnel d'accès au pouvoir. C'est pourquoi je pense que parmi les revendications de ceux qui, contre leur propre volonté, sont obligés de passer par ces process, il doit être compris l'aspiration de ces mêmes acteurs au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel qui a été constamment violé par un usurpateur démocrate, qui est plutôt un ordre constitutionnel de Paris et non un ordre constitutionnel des Nigériens. Il ne faut pas attribuer aux putschistes ou aux Sahéliens une volonté d'ajouter une norme d'accession au pouvoir qui est autre que celui des élections ou autre que celui prescrit par nos textes fondamentaux. Bien évidemment, ce n'est pas le process. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut remplacer le processus démocratique par un processus putschiste de toutes les parties, mais pas de la vie des Sahéliens. Et j'aimerais vous entendre sur la troisième voie aujourd'hui qui est proposée par Alger. On avait les anti-coups d'État, les anti-options militaires, ceux qui étaient pour. Et Alger aujourd'hui propose une troisième voie peut-être plus en phase avec la réelle politique et surtout avec cette zone sahélienne si complexe. Oui, vous savez, l'Algérie, c'est un poids historique. Un poids historique, j'insiste là-dessus parce que son parcours enseigne une maîtrise de la diplomatie internationale articulée aux questions internes et aux questions africaines. Je pense que c'est une expérience qui peut servir, et parce que dans son parcours politique, c'est jalonné de tel nombre de choses. Le deuxième élément, l'Algérie est un poids politique, c'est un poids diplomatique et c'est un poids militaire. C'est aussi un poids économique par rapport à la régulation de l'économie africaine en tant qu'entité qui participe à la régulation de l'économie mondiale. Et donc sa voix et l'option d'équilibre que l'Algérie propose, je pense que c'est celle qui convient le mieux. Il s'agit de dire aux putschistes de Niamey que il ne s'agit pas de maintenir un état d'exception pendant longtemps et vouloir le substituer comme mode éternel, mais il s'agit également de dire à ceux qui s'apprêtent à venir agresser Niamey que ce n'est pas aussi une option. Il faut rester mesuré et trouver le moyen pour que les putschistes de Niamey puissent aller vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais un ordre constitutionnel, bien entendu, qui ne peut pas être rétabli avec Bazoum comme le garant. Et je pense que c'est aussi une posture qu'il faut bien entendre, mais il est clair que la clé majeure, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, le retour à un état de fonctionnement républicain consacré,
et l'Algérie joue pleinement un rôle important et qui est salué. Je reviens vers vous, Serge Bayala. Sofiane Baroudi, au fond, Alger rappelle la mémoire longue du Sahel. On a rappelé aussi que les interventions en Libye n'avaient servi qu'à engranger une pléthore de problèmes dont tous les pays pratiquement ont été touchés, et que peut-être le Niger, une intervention au Niger, ferait qu'accentuer déjà cette zone sahélienne de plus en plus compliquée et de plus en plus difficile à lire. Exactement, je rejoins notre invité depuis Ouagadougou sur le fait que l'Algérie dispose déjà, si vous voulez, d'un capital légitimité et notamment d'un capital historique très important qui se conjugue aussi par une crédibilité des initiatives qui sont prises par Alger, qui dispose aussi d'une longue tradition en matière de médiation, y compris dans la région sahélienne. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé qu'il était lui-même impliqué dans des processus de médiation au Niger même, parce que c'est le 5e putsch dans l'histoire du Niger. Et donc, il s'agit aussi d'accompagner, si vous voulez, le retour à l'ordre constitutionnel, de respecter la volonté de souveraineté populaire, parce qu'il s'agit, si vous voulez, aussi de la profusion de coups dans la région et la résultante aussi de procédés néocolonialistes qui se sont maintenus ou qui se sont, si vous voulez, prolongés après les indépendances, qu'on appelle en Afrique de l'Ouest les indépendances octroyées, c'est-à-dire depuis 1960. Et donc, il s'agit d'accompagner à la fois la volonté de sortir d'un modèle néocolonial qui est complètement honni par les peuples de la région. Il s'agit aussi d'accompagner, si vous voulez, le retour à des processus démocratiques qui sont nécessaires justement pour consacrer cette volonté populaire, mais aussi de mettre un frein à une forme, si vous voulez, de dérive ou alors, si vous voulez, de plafonner d'un point de vue temporaire. C'est-à-dire que, par exemple, l'initiative prévoit un retour à l'ordre constitutionnel dans 6 mois avec une personnalité qui serait une personnalité consensuelle qui puisse organiser justement les contours d'un dialogue au niveau national, mais aussi au niveau régional pour apaiser les tensions. Et donc, cet imbroglio qui paraît compliqué est aussi une perspective complètement réalisable et qui maintient justement l'espoir de maintenir la paix dans une région où l'aspect, par exemple, de crise sécuritaire a aussi été un des facteurs qui a engendré ce genre de réaction, notamment au Mali et au Burkina Faso et maintenant aussi au Niger. Et donc, le rôle de l'Algérie est un rôle très important et il s'agit aussi d'une responsabilité historique que l'État algérien assume pleinement parce qu'il s'agit aussi d'aider ou alors d'accompagner au renforcement des structures étatiques des pays de la région qui malheureusement ont été fragilisés par différents procédés et notamment par la perpétuation de traditions néocoloniales qui sont maintenant complètement rejetées par les opinions publiques. Badis Renissa, depuis le coup d'État du 26 juillet, on a vu aussi peut-être des oppositions un peu larvées entre des membres de la CEDEAO, avec d'un côté le Nigeria, la Côte d'Ivoire avec les autres membres de la CEDEAO. Par exemple, on ne sait pas ce que pensent certains pays qui sont abstenus. Mais aussi, ici à Al24, on a proposé une analyse en disant que si la France, au fond, n'avait pas intervenu, c'est parce que les États-Unis, au fond, les en avaient empêchés. Qu'est-ce que vous avez à dire sur peut-être cette mésentente entre grandes puissances sur le Niger? Alors, tout d'abord, il faut revenir peut-être aux fondamentaux, à savoir l'utilité et surtout la principale mission de la CEDEAO, qui est normalement, théoriquement, économique. Effectivement. Donc, cela est à l'image aujourd'hui justement de la CEDEAO et sa peut-être division interne, tant sur certains dossiers économiques, mais surtout aussi sécuritaires, puisqu'elle a peu à peu, depuis quelques années, endosser le rôle du maintien de la paix et du pacificateur de la région. Ceci étant, aujourd'hui, nous faisons face justement à une CEDEAO qui est au bout de ses limites, qui n'arrive plus à justement trouver de consensus, mais qui aussi est peut-être à la botte d'un diktat, je dirais néocolonialiste et impérialiste aujourd'hui, qui essaye d'œuvrer tant bien que mal dans la région, à travers bien évidemment des leviers comme la CEDEAO, comme certains pays asservis, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a cet éveil, on ne peut pas le renier, il y a un éveil populaire, il y a un éveil de la société civile africaine aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'hier, les représentants et les responsables politiques aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier non plus, ils ont soif de ce développement tant attendu, cette équité mondiale, qui plus est à l'ombre justement l'émergence d'un nouvel ordre mondial politique et géopolitique, mais au-delà de ça, j'irai même plus loin, l'émergence d'un continent géopolitique bien évidemment virtuel, mais qui obéit à d'autres règles
peut-être aux antipodes des règles que nous avons connues par le passé, où il y avait ce diktat ou ce monopole de l'Occident. Donc aujourd'hui, la gradualité du changement est incontournable, je dirais. Le changement lui-même est incontournable. Ceci étant, il faut le faire dans les règles de l'art. Je voudrais, pardon, excusez-moi, je voudrais aussi revenir sur le rôle un peu, cette diplomatie un peu silencieuse des États-Unis, pourtant bien active sur le terrain. On rappelle que les États-Unis ont investi des centaines de millions de dollars dans la politique sécuritaire à travers la base militaire d'Agadez. Et on sent qu'un coup d'État avec Biden qui rentre en pré-campagne présidentielle, un coup d'État au Niger n'arrangerait pas forcément les intérêts de la grande puissance américaine, contrairement aux Français. Écoutez, vous le faites bien de le rappeler, effectivement. Tout d'abord, les États-Unis ne souhaiteraient pas avoir un franc supplémentaire, notamment militaire, qui mettrait en péril ses bases, notamment, et ses intérêts également en Afrique. Mais surtout aussi, n'oublions pas que tout glissement ou enlisement où la situation s'embrase effectivement sécuritairement, elle serait au bénéfice de certains pays de l'axe de l'Est, si vous me permettez cette expression. Donc, il y a ce jeu géopolitique, effectivement. Il y a aussi, dans le cadre interne, et vous faites bien de le rappeler, car c'est pertinent, il y a cette échéance électoraliste dans laquelle, effectivement, il y a aussi, depuis Obama, Trump et Biden, il y a une espèce une politique étrangère américaine qui se cherche encore, qui essaye de plus ou moins faire un recovery ou une réparation de certaines positions de son prédécesseur, mais également aussi de renforcer et consolider, notamment dans le Moyen-Orient, nous avons vu les résultats, mais aussi aujourd'hui par rapport à l'Afrique. Donc, je pense que le cautionnement je dirais, public des États-Unis en deux points. Le premier, c'est Anthony Blinken, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères, effectivement, où les sorties étaient élogieuses, puisque l'Algérie était en quête vertueuse, justement, de vouloir d'abord faire taire les armes, mais surtout aussi d'enclencher un processus aujourd'hui dans lequel nous voyons davantage plus de clarté, mais surtout plus de pragmatisme, et je dirais cette marque de fabrique de l'Algérie. Et le deuxième point, c'est plus récemment l'ambassadrice américaine qui a effectivement soutenu l'initiative de l'Algérie, puisqu'elle s'inscrit encore une fois dans un langage que tout le monde connaît, un langage universel, à savoir la paix. Faites bien de le remarquer. Serge Bayala, cette fois ma question s'adresse aux militants panafricanistes. L'Algérie s'est toujours tenue depuis le début de son indépendance, aux côtés des peuples africains pour recouvrir leur souveraineté. Tout militant panafricaniste applaudit des deux mains peut-être les initiatives populaires qui traversent ces pays africains, mais au fond, le plus dur reste à faire avec cette Afrique qui a besoin de maturer ses institutions, d'asseoir ses équilibres constitutionnels, juridiques, de pacifier peut-être une partie de sa population pour aller de plus en plus vers des légitimités électorales au lieu de passer par les séquences comme on vient de voir au Niger. Oui, je dirais qu'à côté de l'Algérie, les pays de la sous-région sont des jeunes nations en formation qui sont piégées par le colonialisme et le néocolonialisme français, qui lui-même est le père des coups d'État en Afrique. C'est lui qui a parrainé les premiers coups d'État pour renverser les présidents souverainistes qui avaient des intentions affirmées de construire des institutions qui permettent dans la durée aux Africains de vivre des expériences telles que celle de la stabilisation de l'Algérie, qui aujourd'hui se reconnaît dans des instruments structurels qui lui permettent de planifier son destin sur le long terme. Bien évidemment, pour l'Afrique, en regardant l'exemple et le parcours algérien, ça inspire les jeunes du sud du Sahara à parvenir aussi et à sortir des exceptions putschistes pour parvenir une fois aussi à la stabilisation durable de leur environnement, de leur territoire, à créer des harmonies et une loyauté entre les citoyens qui se reconnaissent dans leurs institutions et les garants de ces institutions qui ne seront plus des vassaux de la République de France. Donc je pense que c'est quelque chose qui se construit et on est très avancé là-dessus. Et je pense que les coups d'État, il va falloir s'en faire un moment parce que ce sont des accidents de l'histoire. Merci Serge Bayala, Sofiane Baroudi, avec les séquences qui a traversé le Sahel avec le Mali, Burkina Faso, cette fois le Niger. Est-ce que, à votre avis, la région sahélienne ou les pays de l'Afrique sahélienne sont en train de changer définitivement? Est-ce qu'on est en train de tourner la page du Sahel aujourd'hui?
Je pense que c'est déjà une répercussion d'une transformation globale qui est en train de se passer sous nos yeux à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on vit vraiment un cycle de transformation très approfondi à la lumière, comme je disais tout à l'heure, de la crise ou alors du conflit de haute intensité qui accourt en Ukraine, qui entraîne aussi une accélération, si vous voulez, indéniable de l'histoire et qu'il y a des répercussions sur le continent africain qui est au cœur des convoitises, non seulement économiques, stratégiques, mais aussi au cœur des prétentions éventuellement de déploiement militaire. Et donc, il y a aussi une volonté de la part des peuples africains de s'organiser et d'aller au-delà d'un modèle qui a été imposé depuis longtemps, parce qu'il s'agit aussi d'aller au-delà des structures néocoloniales qui sont complètement rejetées. Après, il y a aussi des impératifs qui sont les impératifs de la construction démocratique et institutionnelle qui sont en train d'arriver tant bien que mal, parce que la question principale, c'est aussi la question du fait, la question du sous-développement endémique de la région, malgré la richesse des sous-sols. La richesse, non seulement du sous-sol, mais aussi la richesse de la jeunesse, la richesse démographique, la richesse sociale, la richesse historique. Cette question, elle est posée par les nouvelles générations qui veulent aussi construire d'autres perspectives et sortir de modèles qui sont des modèles impérialistes complètement honnêtes. Il s'agit aussi de trouver des solutions intérieures, c'est-à-dire interafricaines, à cette succession de crises. Et la région sahélienne, mais bien au-delà, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un corridor qui part de la mer Rouge en réalité jusqu'à l'Atlantique et s'est transformé en véritable cercle de feu. Et à mon avis, ça fait partie aussi des enjeux de confrontation globaux entre de grands acteurs géostratégiques. Et il s'agit justement, dans cette conjoncture, de trouver une issue de par, si vous voulez, la fédération, alors l'union des efforts des peuples africains, mais aussi des États africains pour pouvoir un peu sanctuariser cette région-là qui est au cœur des convoitises, encore une fois. Merci Sofiane Baroudi. L'échiquier international du jour arrive à sa fin. Je tiens à remercier tout d'abord Badis Renissa d'avoir été des nôtres ainsi que Serge Bayala. Merci d'avoir enrichi le débat et je tiens à remercier naturellement Sofiane Baroudi de m'avoir épaulé. Merci. Et on vous dit à un prochain numéro pour d'autres débats et des enjeux géopolitiques. Merci d'avoir été des nôtres.